fidèles téléspectateurs et très chers internautes, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Focus Éduc, notre tribune d'expression pour toutes les questions liées à l'éducation. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous le coordonnateur de la Connect RDC dans la province de Tanganyika. Il s'agit bel et bien de M. Bruno Jibukilaï. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, M. Bruno Jibukilaï, vous êtes ici à Kinshasa, la capitale politique de la RDC, et plus précisément à Biboua. Quelles sont les raisons de votre présence ici? Bon, en principe, nous sommes venus participer à un atelier d'élaboration des outils de récolte de données pour le suivi citoyen de la stratégie, de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et des ODD 4 dans notre justement sous-secteur de l'éducation dans son ensemble. Alors, vous avez fait un déplacement de Tanganyika jusqu'à Kinshasa pour cet atelier et quelles sont vos attentes par rapport à ces assises? Bon, en principe, vous savez que la RDC s'est inscrite dans la dynamique internationale et dans cette dynamique, il est justement question que la RDC puisse répondre à un certain nombre des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de la communauté internationale et surtout dans les secteurs de l'éducation. Et pour nous, ici, je crois que les attentes que nous avons, c'est de voir que les outils vont nous permettre, les outils qui vont être mis en place vont nous permettre de pouvoir faire le suivi de la mise en œuvre justement de cette stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui est basée en principe sur 3 axes prioritaires dans laquelle il y a l'accès, la qualité, la rétention et puis en plus de cela, la gouvernance. Donc c'est pour nous, en tant que les acteurs de la société civile, c'est important que nous puissions suivre la mise en œuvre de cette stratégie parce que la RDC devra en principe pouvoir faire une évaluation et répondre justement à ces engagements qu'elle a pris d'ici la fin de l'année 2025. Donc pour nous, on s'attend à ce que ces outils nous permettent de pouvoir réaliser des activités sur le terrain par rapport à la mise en œuvre de cette stratégie sectorielle de la formation et de l'éducation. Merci beaucoup, M. Jibukilaï. Parlons de votre province, le Tanganyika. À ces jours, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'état de l'éducation chez vous, de la province de Tanganyika? Parce qu'il y a peu, votre province était le théâtre des inondations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Faites-nous d'abord un état de lieu quant à cela. Bon, la province du Tanganyika, comme on peut le voir dans sa présentation, d'ailleurs, d'abord, elle est divisée en 6 territoires. Et parmi ces territoires, la plupart de ces territoires sont longés par les cours d'eau, plus particulièrement le lac Tanganyika, d'une part, et de l'autre part, vous avez le fleuve Congo qui prend justement sa source de ces côtés-là et qui longe justement les territoires de Kabalo et qui longe les territoires de Congolo. Et la rivière Louvois aussi, qui vient en principe pouvoir se jeter dans le fleuve Congo. Donc vous allez voir que la plupart des territoires de notre province, du Tanganyika, sont des territoires à vocation rapprochée de cours d'eau. Et à Kalemi, par exemple, ville, vous avez le lac Tanganyika qui fait en principe ses rages avec la montée des eaux. À Momba, la même chose. Et dans le territoire de Kalemi, au niveau de Kabimba, nous avons presque la même chose. Et je crois que cette situation a impacté d'une manière négative sur les structures de l'éducation, entre autres la dégradation des infrastructures scolaires, et qui jusqu'à présent, certains, malgré la délocalisation des classes dans certains bâtiments
opérationnel, mais on est dans une difficulté à pouvoir résoudre complètement cette situation qui mérite d'avoir encore une attention particulière parce que d'après la météo, la situation des eaux va continuer à pouvoir nous perturber encore une année ou 2 ans encore. Donc je crois que cette situation, sur les plans des infrastructures, nous avons perdu une grande quantité des infrastructures scolaires qui demandent en principe une attention particulière des partenaires éducatifs du gouvernement de la République afin qu'on puisse soit délocaliser ces écoles ou trouver des moyens de pouvoir réhabiliter celles qui ont été détruites par les eaux du lac. Donc sur ces côtés-là, je crois que c'est la grande difficulté. La deuxième difficulté, après justement que nous puissions avoir ces drames, cette catastrophe naturelle, on a dû déplacer quelques écoles dans des bâtiments existants. Mais malheureusement, on a des difficultés pour surtout les tout petits enfants qui doivent être obligés de suivre les cours dans les après-midi. Vous voyez que c'est vraiment difficile et pénible pour les tout petits enfants de 7e, de première année primaire, 2e année primaire, de suivre les cours chaque jour dans les après-midi. Je crois que tout ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions plus durables et nous pensons qu'il faudrait une attention particulière par rapport à cette situation. Mais avant la rentrée scolaire, le gouvernement provincial, votre gouvernement provincial s'était engagé à vous octroyer un espace pour construire des salles de classe. Et à vous entendre parler, jusque-là, rien n'est encore. Oui, en réalité, le gouvernement provincial a promis de pouvoir faire quelque chose, mais jusque-là, on se rend compte que la procédure, la désaffectation, ce sont des procédures qui prennent du temps au-delà de la volonté des autorités politico-administratives. Et en plus, vous voyez que ce sont des écoles qui sont à proximité de la cité. Et tous ces endroits-là, actuellement, si on peut le dire, sont des endroits qui sont hyper occupés sur le plan démographique. Avec l'augmentation de la démographie, on a des difficultés à pouvoir trouver des espaces proches des lieux où ces écoles ont été détruites. Alors il faudrait prendre des solutions à pouvoir délocaliser ces écoles à des distances un peu longues. Et tout ça, ça entre dans cette psychose. Il faudrait trouver des solutions. Et le gouvernement provincial, il faudra désaffecter maintenant d'autres bâtiments qui sont utilisés par d'autres ministères. Et ça demande que la procédure soit respectée pour que demain on ne retombe pas dans les mêmes difficultés. Et aussi, vous savez que les lacs, plus particulièrement, continuent à faire des avancées vers le centre-ville. Et si on ne fait pas attention, on risque de reconstruire dans la même zone pour que demain, on arrive encore à la même situation. Et je crois que le gouvernement provincial y travaille, et avec l'espoir qu'on aura des solutions plus durables dans les jours à venir. Mais à cette rentrée scolaire, il n'y a rien qui a été fait. On a essayé justement de pouvoir délocaliser quelques écoles, quelques classes dans certaines écoles de proximité. Et ces écoles-là ne fonctionnent pas avec le maximum de classes qui sont agréées, qui sont autorisées à fonctionner. Et je crois que les problèmes persistent jusqu'à présent. Là, on parlait du gouvernement provincial. Est-ce qu'à cette situation, est-ce que le gouvernement central met quand même la main dans la pâte? Dernièrement, nous avons été au cours de la session de la conférence des gouverneurs. Madame la ministre de l'Éducation, Raïssa, s'est déplacée parce qu'elle devait intervenir au niveau de la conférence. Elle a palpé elle-même de doigts et qu'il y avait déjà dans sa délégation, il y avait les responsables chargés des infrastructures au niveau de notre sous-secteur de l'éducation qui est allé aussi palper pour pouvoir préparer, présenter un plan d'urgence afin qu'on essaye de trouver des solutions dans les jours à venir. Mais il y a une précision très qu'il faudra qu'on puisse normalement une précision à donner pour le gouvernement central.
et ils viennent en appui au gouvernement provincial. Donc il revient au gouvernement provincial de prendre des mesures et le gouvernement central vient en appui pour ce qui concerne les infrastructures scolaires. Donc je crois qu'il y a tout un tas de choses qui doivent être faites, mais avec l'espoir que ça viendra, mais je crois que ça commence à avoir un caractère urgent et il faudrait qu'on s'y penche et que les partenaires et les autres s'y penchent pour peut-être trouver des solutions dans les jours à venir, parce qu'au niveau de la communauté, nous pensons que cette dernière, elle est vraiment limitée pour pouvoir donner une solution à ces problèmes. Vous êtes aussi syndicaliste et président de l'intersyndicale des enseignants dans l'éducation nationale. Quels sont les défis majeurs à ces jours depuis les dernières négociations avec les banques gouvernementales? Vous savez que ces problèmes-là, c'est un problème aussi capital, parce que au cours de dernières négociations entre les banques syndicales et le gouvernement de la République, il y a tout un tas de recommandations et je crois des points de convergence que nous avons essayé de mettre sur place. Entre autres, en ce qui concerne la rémunération des enseignants, il était question que le gouvernement puisse allouer une enveloppe, je crois, de 100 000 francs à chaque enseignant, et cela devait être donné en principe en 2 phases. La première phase qui devait intervenir à partir du mois d'août 2024, chose qui a été faite parce que tous les enseignants ont reçu leurs primes, donc leur complément sur les salaires, qui a intégré déjà à partir du mois d'octobre la paye. Mais il restait la deuxième phase qui devait en principe être mise en œuvre depuis le mois de septembre avec un contrôle interministériel qui devait impliquer la fonction publique, le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, le ministère du Budget et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, et aussi les banques syndicales, parce que pour être témoin de cette action, et cette mission ou cette activité traîne à venir jusqu'à maintenant. Et nous avons achevé, nous sommes en train d'achever l'année 2024. Et la mise en œuvre du budget 2025 qui va intervenir en avril, on espère que de ce côté-là, les partenaires gouvernement de la République vont pouvoir mettre tout en place pour permettre à ce que dans un bref délai, avant qu'on arrive à l'exécution du budget 2025, que tous les préalables qui ont été mis en jeu par rapport à l'attente entre les banques syndicales et le gouvernement soient accélérés afin qu'en avril, que la situation soit justement décantée. La deuxième des choses, il y avait les statuts particuliers parce que les chefs de l'État a voulu, et même nous-mêmes aussi les enseignants, on a estimé que c'était important qu'au-delà du statut général qui est attribué à tout le monde, et le métier d'enseignement qui est un métier noble, il fallait que les enseignants puissent avoir un statut particulier. Et ces statuts particuliers devaient être cochés dans une ordonnance. Et cette question, l'ébauche a déjà été proposée, donc l'avant-projet. Donc il restait que les experts et qu'on puisse confronter cela avec les actes juridiques justement pour voir, pour proposer au chef de l'État à la signature de cette ordonnance. Donc nous pensons qu'à ce niveau aussi, la situation doit être accélérée. La mise en retraite des enseignants, parce qu'on a constaté qu'un grand nombre d'enseignants, surtout ceux des écoles primaires, il y a un grand nombre d'enseignants qui attendent la retraite. Donc ça aussi, ça a été fait, c'était aussi parmi les engagements que le gouvernement de la République a fait. Et au vu de cette situation, on constate que les choses traînent. Le gouvernement est en train de marquer les pas sur place, au-delà de la volonté qu'il peut y avoir. Mais nous pensons qu'ils vont devoir accélérer tous ces mécanismes pour que, à l'application, au début de l'application du budget 2025, que la situation soit déjà balisée. Et je crois que ça pourra contribuer à stabiliser le dialogue social et surtout la paix dans notre sous-secteur de l'éducation nationale et universitaire. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est chaque année, soit l'enseignant est dans la rue ou il est dans la maison pour ne pas enseigner plutôt? Oui, c'est une situation qui est tout à fait vraie parce qu'on sent que du côté du gouvernement, au-delà
de ce qu'ils nous montrent en face comme bonne volonté, et de l'autre côté, ils ont pris l'habitude de prendre des engagements avec le banc syndical, mais que ces engagements-là posent des problèmes au niveau de l'exécution. Et voilà pourquoi nous avons demandé à un certain moment qu'il devrait être franc avec le banc syndical, de manière que nous puissions avoir un dialogue franc. Et ce dialogue franc, signifierait tout simplement que le gouvernement pourrait dire à chaque fois au banc syndical quelles sont ses capacités à pouvoir répondre aux engagements qu'il prend ou à pouvoir répondre aux revendications des enseignants. Comme ça diminuerait un peu cette pression que le gouvernement se met lui-même, parce que lorsqu'il a signé un accord avec le banc syndical et que cet accord pose des problèmes au niveau de l'exécution, ils ont la tendance chaque fois de nous expliquer que c'est parce qu'il y a un manque de ressources. Or, lorsqu'ils signent ces accords, ils les font en bonne foi, en bonne et due forme. Et ce sont les accords de bonne foi qui sont signés entre les deux parties. Donc je crois qu'à ce stade, on demanderait dans le jour à venir au gouvernement, lorsqu'il prend... Moi je pense que vous devriez regarder la caméra. Ça veut dire que le gouvernement... Oui, ça veut dire que le gouvernement, dans le jour à venir, il devra être franc au cours du dialogue avec le banc syndical, de manière qu'il puisse prendre les engagements dont il sera en mesure de pouvoir exécuter. Au lieu chaque fois de prendre des engagements et qu'au niveau de l'exécution, ça pose des problèmes. Et ça nous pose aussi des problèmes, nous, au niveau du banc syndical, parce que chaque fois qu'il y a un engagement qui est pris, nous sommes obligés de pouvoir restituer à nos membres et arriver au niveau de l'exécution, nous sommes pris comme des complices du gouvernement. Donc je crois que c'est un appel au sursaut patriotique que nous appelons notre gouvernement à pouvoir prendre les engagements dont il est capable de pouvoir mettre en œuvre. Mais s'il n'est pas capable de pouvoir mettre en œuvre un engagement, donc je crois que ça ne servira à rien qu'il puisse s'engager à réaliser. Merci beaucoup, M. Djiby-Kilaye. Merci, très chers téléspectateurs et internautes. C'est par cette note que nous mettons fin à ce numéro de ce soir. Un grand merci à Yoshi Elala qui l'a réalisé et aussi au coordonnateur Jacques Chimbalanga qui a concouru au bien-être de ce numéro. Au revoir et à la prochaine.